Et comment, ça va? Dans un futur proche, l'humanité fait face à l'apocalypse. Après une guerre qui a duré plus de 4 ans, la plupart des continents ont sombré sous l'océan, emportant des milliards de vies. Il ne reste que quelques villes flottantes. Ces fragments de civilisation sont désormais divisés par classes, séparés par de hauts murs érigés par les riches. L'élite vit dans des paradis qui rappellent les âges d'or de l'ancien monde. La classe moyenne marche en eau peu profonde. Et les pauvres, laissés pour mourir dans les zones inondées, luttent chaque jour juste pour survivre. L'une de ces villes, au bord de l'effondrement, est ce qui reste de Miami, submergé. Nick Bannister, un homme solitaire et détective privé, a créé une entreprise connue sous le nom de Banque de Souvenirs. Avec l'aide de réservoirs d'OCIO spéciaux, ses clients peuvent revivre n'importe quel souvenir pour un certain prix. Malgré le profit, Nick reste bienveillant et même un peu naïf. Travaillant aux côtés d'Emily, une ancienne soldate coriace, il offre des réductions à tous ceux qui ont combattu pendant la guerre. L'un de ses clients réguliers est Hank, un vétéran sans jambes qui revit sans cesse le temps passé avec son chien. Cela lui apporte un peu de joie. Nick n'est pas seulement un technicien, c'est un guide. Sa voix conduit les clients à travers un processus délicat, les aidant à naviguer sur la ligne ténue entre la mémoire et la folie. Assis à côté d'eux dans la chambre, il est le témoin silencieux de leurs moments les plus intimes, ressentant tout avec eux. Chaque séance est enregistrée et enfermée dans un coffre-fort sécurisé, où chaque client possède un compartiment de souvenirs. L'une des clientes les plus singulières est Elsa, une jeune femme pauvre et étrange qui paie pour revivre une rencontre romantique avec un homme âgé, un souvenir qui inquiète autant Nick qu'Emily. Après avoir travaillé toute la nuit, car l'exposition au soleil est devenue dangereuse à cause des radiations, Nick se prépare à partir. Mais avant de sortir, une dernière cliente apparaît, une femme éblouissante en robe rouge nommée May. Dès le premier instant, Nick est sous le charme. May dit qu'elle a perdu les clés de sa maison et veut utiliser l'appareil à souvenirs pour les retrouver. Avant d'entrer dans la chambre, elle se déshabille et lui tend ses boucles d'oreilles, clairement consciente de l'effet qu'elle a sur lui. Essayant de garder une attitude professionnelle, Nick l'accompagne dans l'immersion. Les clés sont retrouvées, mais il est plus intrigué par ce qui suit. May est chanteuse dans un quartier décadent de la ville, et sa voix, empreinte d'une beauté brute et de douleur, captive le cœur de Nick. Après la séance, elle s'en va, mais Emily remarque que ses boucles d'oreilles sont restées sur la table. Nick prend les boucles d'oreilles et rentre chez lui, où il continue de lire le journal qui conserve les souvenirs de ses anciens camarades morts. Il a du mal à dormir et est tenté par des cauchemars remplis de pensées, de souvenirs et d'émotions d'autrui. Seul de l'alcool fort et des somnifères aident Nick à se reposer. Après le coucher du soleil, il se rend au commissariat pour parler avec la procureure Avery. Elle rencontre des difficultés car elle enquête sur une affaire où elle ne parvient pas à traduire un homme riche en justice. Cet homme a acheté des terres, construit d'immenses murs et a commencé à se prendre pour un dieu, décidant qui mérite de vivre ou de mourir. Il brûle vif ceux qui le défient et achète les maisons des morts pour des sommes dérisoires. Mais il n'y a pas de preuves directes. Avery demande à Nick de placer Monsieur Walter dans la chambre des souvenirs, mais les avocats refusent, prétextant des problèmes de santé de leurs clients. Invoquer des problèmes de santé est une tactique standard pour éviter les interrogatoires. Le parquet avait besoin d'un mandat judiciaire immédiat. Témoin de tout cela, Nick se sent désenchanté par le monde moderne et sa corruption. Tandis que certains contrôlent des millions et décident du sort des autres, le reste essaie simplement de survivre ou est déjà condamné. Essayant de ne pas se perdre dans l'horreur de tout cela, Nick décide de retrouver la femme qui lui fait tout oublier. Les boucles d'oreilles en main, il se rend dans le quartier le plus pauvre de Miami à la recherche de May. Elle chante sa chanson préférée sur scène et Nick est sous le charme, impressionné par son talent. Après lui avoir rendu les boucles d'oreilles, le détective privé explique comment fonctionnent les souvenirs et lui demande de revivre le moment le plus heureux de sa vie. Après une douce vague de nostalgie, May invite Nick à l'accompagner chez elle. Une fois dans l'appartement, tous deux réalisent qu'il y a quelque chose de plus entre eux, quelque chose au-delà de l'attirance ou du désir. Sans vouloir se cacher derrière les conventions sociales ou les bonnes manières, Nick et May s'embrassent et finissent par faire l'amour. Le lendemain matin, ils prennent le thé sur la terrasse, commentant qu'il ne faut pas retourner trop souvent dans le passé. On peut finir par devenir prisonnier de ses propres souvenirs. Mais à cet instant, tout change. Il s'avère que tout ce qui se passe est un souvenir de Nick. En réalité, May a disparu sans laisser de traces il y a environ 5 mois. Et Nick continue de revivre des centaines de souvenirs d'elle, essayant de comprendre pourquoi elle est partie sans un mot, alors qu'il s'aimait. Emily insiste pour qu'il oublie le passé et aille de l'avant. Mais Nick est obsédé et refuse d'abandonner. Il ne craint pas de perdre la raison ou de se perdre lui-même, car May est devenue son seul espoir dans une réalité sombre. Au lieu de se reposer, Nick continue de la chercher. Il visite le restaurant où May avait l'habitude de chanter et aussi l'immeuble où elle vivait. Mais sans succès. Il perd de l'argent, des clients et la ville risque d'être engloutie par la mer, mais rien de tout cela ne lui importe. Un matin, il s'introduit dans sa propre banque de souvenirs et plonge une fois de plus. Il cherchait de nouvelles pistes dans des moments qu'il connaissait déjà par cœur. C'était une quête inutile. Dans sa tentative de trouver une piste qui le mènerait à May, il revoit un souvenir où il remarque un bleu sur sa main. May a dissimulé, disant qu'elle s'était blessée au travail en tant que serveuse. Le réveil sonne et Nick découvre que lui
et Emily ont été appelés au commissariat pour aider à un interrogatoire. Quand quelqu'un frappe à la porte, ils l'ignorent. Plus tard, en sortant, ils trouvent une boucle d'oreille dans l'eau identique à celle de May. Confus, il regarde autour de lui, pensant qu'elle a pu passer par là, mais ne voit personne. En le racontant à Emily, elle dit que la boucle d'oreille a probablement été amenée par les eaux usées. Elle pense que c'est une coïncidence, pas un signe que May est de retour. Au commissariat, Nick aide à maîtriser un suspect en fuite. En discutant avec Avery, il découvre qu'ils ont arrêté un trafiquant, mais l'homme a fait une overdose de ses propres pilules. Falks est entre la vie et la mort. Son cerveau s'éteint peu à peu, rendant impossible la lecture de ses pensées ou de ses souvenirs. Nick comprend qu'il devra agir avec prudence, guidant le suspect vers des souvenirs positifs. En plongeant dans le passé de Falks, Nick assiste à une rencontre entre le trafiquant et un baron du crime connu sous le nom de Saint Joe. Cet homme est le plus grand producteur et vendeur de médicaments illégaux de la région. Le capturer serait la plus grande affaire depuis des décennies. Mais quelque chose détourne l'attention de Nick. Parmi les souvenirs, il voit May. Elle chante dans une robe provocante, séduisant les hommes présents. Ignorant l'enquête en cours, Nick force Falks à se souvenir de tout ce qui concerne la jeune femme disparue. Mais forcer les souvenirs d'un homme mourant était un risque énorme. Nick aurait pu griller le cerveau de Falks, perdant la seule piste qu'il avait sur le lieu où se trouvait May. À un moment, Saint Joe lui a offert des médicaments, mais May a refusé. Falk l'a agressé pour cela, mais le caïd et un policier corrompu sont intervenus, menaçant de le tuer s'il continuait. Le procureur met fin à l'interrogatoire et change l'orientation des questions, provoquant une réaction incontrôlée. L'état de Falks continue de se détériorer et le temps pour l'interroger s'épuise. Reprenant le contrôle, Nick demande à voir la dernière rencontre avec May, qui a eu lieu il y a environ 5 ans. À cette époque, elle n'était pas la fille innocente qu'il imaginait. Elle était accro aux pilules du bonheur, a trahi le caïd et l'a même volé, emportant tout son stock et rouant Falks de coups. Nick est profondément déçu par ce qu'il voit. Il découvre une autre facette de May et ne sait plus ce qui est réel ou le fruit de sa propre imagination. Décidé à découvrir la vérité sur le passé de la jeune femme, il part pour la Nouvelle-Orléans. C'est là que les événements se sont déroulés 5 ans plus tôt. En rencontrant Saint Joe, Nick ment, disant être l'ami d'un criminel venu acheter des médicaments. Mais l'homme est mort depuis longtemps, alors il comprend que tout était un piège. Utiliser le nom d'un criminel mort pour s'infiltrer était une erreur d'amateur. Il s'avère que Saint Joe est un ancien soldat qui a survécu à l'inondation dans l'une des régions les plus dangereuses de la ville. Spécialiste de la torture et de l'interrogatoire, il découvre rapidement les véritables intentions de Nick. Le caïd fait preuve d'une certaine empathie pour le détective amoureux, mais prévient que May est une personne terrible et à double visage. Même en comprenant les sentiments de Nick, Saint Joe ordonne qu'il soit noyé dans un aquarium. Alors qu'il semble que les jours de Nick soient comptés, Emily apparaît au bar. Connue pour son sang-froid et sa précision en tant que tireuse d'élite sur le front, elle élimine plusieurs gardes du corps et tire sur l'aquarium pour libérer son patron. Tandis que Nick se bat avec un garde qui le maintenait sous l'eau, il plante une seringue dans l'œil de son agresseur. Emily tue le reste des hommes et blesse même Saint Joe. La balle a perforé ses poumons qui se sont vite remplis de sang, promettant au criminel une mort lente et douloureuse. Il révèle tout ce qu'il sait sur May et implore qu'on mette fin à ses souffrances. Tenant sa promesse, Emily lui donne le coup de grâce. La dernière piste sur May est éliminée et ne sachant plus où chercher, Nick continue de plonger dans les souvenirs. Dans l'un d'eux, May raconte qu'elle a été entre la vie et la mort. Elle a passé la nuit sur un bateau et s'est réveillée seule au milieu de l'océan. Cela semblait être la fin, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une maison blanche flottant sur l'eau. La femme qui y vivait l'a sauvée. De retour à la réalité, Nick se souvient qu'Emily a été la dernière personne à voir May avant sa disparition. Décidé à accéder à ses souvenirs, Nick découvre que May est venue à la banque de souvenirs. Elle a parlé de sa dépendance, de ses liens avec des barons du crime et des horreurs de son passé. Gagnant la confiance d'Emily, May l'a saoulée jusqu'à la rendre malade. Quand Emily est allée aux toilettes, May a volé les clés du coffre des souvenirs et est entrée en cachette. Tout faisait partie d'un plan. May étudiait Nick depuis des mois, feignant la confiance uniquement pour découvrir le mot de passe du coffre et voler les clés. Le code était une mélodie que Nick avait l'habitude de fredonner à la maison. Grâce à cela, May a pénétré dans le coffre et a volé les cartes mémoire appartenant à Elsa, qui avait passé du temps avec un vieil homme inconnu. Cette nuit-là, Nick se rend dans le quartier pauvre pour chercher Elsa et comprendre pourquoi ses souvenirs ont été emportés. En parlant avec une amie d'Elsa, il découvre qu'elle a été assassinée et qu'une jeune femme rousse ressemblant à May a été vue sur les lieux du crime. Assemblant les souvenirs comme les pièces d'un puzzle, Nick plonge dans des souvenirs désagréables. Il n'y a pas si longtemps, il a essayé de retrouver May et s'est retrouvé dans un immeuble en ruine où il a été attaqué et brutalement battu. En examinant plusieurs enregistrements, lui et Emily identifient l'agresseur comme étant Cyrus Booth, un ancien policier corrompu qui travaillait pour Saint Joe mais qui est devenu un criminel indépendant, possiblement sur ordre de quelqu'un. Quelques jours plus tard, la ville plonge dans le chaos avec des manifestations dans les rues. Le déclencheur a été la mort du riche Walter Sylvan. Les gens espéraient qu'il serait condamné et que les riches dédommageraient les pauvres pour vivre en dehors des murs. Mais cela n'est jamais arrivé. Maintenant, tous ses biens vont à sa femme Tamara et à son fils Sébastien. En voyant la veuve, Nick
Nick se souvient qu'elle lui a déjà rendu visite. En comparant deux souvenirs, il se rend compte que le même homme apparaît dans les deux, l'un appartenant à Tamara, l'autre à Elsa. Il en conclut qu'Elsa était la maîtresse du défunt et que le bébé disparu, Freddy, est son fils illégitime. Emily supplie Nick d'abandonner l'enquête, car elle voit qu'il est de plus en plus prisonnier du passé, perdant la notion de qui il est dans le présent. Après une discussion houleuse, Nick la licencie, regrettant ses erreurs. Malgré tout, il donne à Emily une chance de réparer ce qu'elle peut, mais lui-même est au-delà de tout salut. Obsédé par la recherche de May, Nick ne s'arrêtera pas avant d'y parvenir. Sa première destination est le quartier des riches pour parler à Tamara. Elle est complètement hors de contrôle, piégée un cycle de souvenirs, refusant d'accepter la mort de son mari. Quand Nick révèle la vérité sur le défunt et sa maîtresse, Tamara ordonne à ses gardes du corps de le tuer. Ils hésitent car le chef de la sécurité a servi avec Nick et ne peut le trahir. Nick pense que si May se cache, ce sera dans le quartier le plus pauvre. L'industrie n'existe plus, mais d'anciennes usines et des entrepôts sont devenus des logements précaires, la cachette idéale. Y aller seul était de la pure imprudence. Il aurait dû emmener Emily ou au minimum un plan de fuite. En s'y rendant, Nick voit une jeune fille suspecte qui ressemble à May. En la suivant, il se rend compte que c'est un piège, tendu par Cyrus. L'ex-policier, au visage déformé, admet que Nick a été trompé depuis le début. May n'était pas celle qu'il pensait. Essayant de comprendre tout cela, Nick tente de l'arrêter, mais Cyrus s'enfuit. La première confrontation a lieu sur le toit d'un immeuble où Nick perd le combat et laisse son rival s'échapper. La poursuite continue jusqu'à une pièce avec un piano. Nick force la main de Cyrus contre l'instrument, brisant le sol et les faisant tous deux tomber à l'eau. Sachant qu'il doit garder Cyrus en vie pour obtenir des réponses, Nick plonge derrière lui et le sauve, mais l'ex-policier tente de l'étrangler et le laisse au fond. Les souvenirs de May maintiennent Nick en lutte pour l'air. Il refait surface, injecte un sédatif à Cyrus et le neutralise enfin. À l'aide d'un appareil, Nick accède à ses souvenirs. Avant de s'évanouir, Cyrus l'avertit que la déception sera inévitable, mais Nick l'ignore. Ce qu'il voit le choque. Tout était mis en scène depuis le début. La relation avec May était orchestrée. Elle a appris les habitudes, les goûts musicaux et la routine de Nick grâce à un homme sans jambes nommé Hank et à un vagabond qui errait dans les environs de la banque. Elle a répété la perte des clés, a placé les boucles d'oreilles et s'est même entraînée à forger des souvenirs. Tout faisait partie d'une mascarade pour voler les souvenirs d'Elsa. Après avoir obtenu ce qu'elle voulait, Cyrus est allé au quai et a tué Elsa. Son fils aurait dû subir le même sort, mais May a sauvé le garçon et a disparu avec lui. Malgré tout, Nick s'accroche encore à l'espoir que May était peut-être bonne au fond. En continuant d'explorer les souvenirs de Cyrus, il se rend compte que le criminel l'a retrouvé. À ce moment-là, quand quelqu'un a frappé à sa porte, c'était May. C'est elle qui a laissé la boucle d'oreille à l'entrée, espérant que Nick la trouverait. Mais il était déjà trop tard. Cyrus l'a enlevée et a commencé à la torturer avec des médicaments et des interrogatoires brutaux. Sachant qu'il n'y avait pas d'issue, May ne s'est pas tournée vers Cyrus. Elle s'est adressée à Nick. Elle savait qu'il finirait par accéder aux souvenirs de Cyrus, alors elle a laissé un indice sur l'endroit où Freddy était caché, lui a fait ses adieux et a déclaré son amour. Sans aucune chance d'être sauvée, May a refusé de subir plus de douleur, d'humiliation et de torture. Prenant une poignée de pilules, elle s'est jetée d'une falaise et a abandonné. Nick comprend que May est morte et en blâme Cyrus. Il utilise une décharge électrique à haute tension pour le torturer et le force à revivre son souvenir le plus douloureux, le moment où 3 mercenaires l'ont battu et incendié. C'était un acte de pure vengeance qui n'a rien changé. Nick s'est abaissé au niveau de ses ennemis à ce moment-là. Une enquête minutieuse des souvenirs révèle que ce n'est pas l'amant âgé d'Elsa, Walter, qui a ordonné de tuer Elsa et son fils, mais bien Sébastien, le fils de Walter. Sébastien ne voulait pas partager l'héritage avec son jeune frère. Il a engagé Cyrus pour les tuer tous les deux. Ensuite, Cyrus a engagé May pour voler les souvenirs d'Elsa, qui pourraient servir de preuve. Leur plan a fonctionné jusqu'au bout, mais Nick a tout découvert, était prêt à punir tous les responsables de la mort de la femme qu'il aimait. Il ne tue pas Sébastien, mais lui laisse une arme. Sébastien peut tuer Nick ou se tuer lui-même, mais c'est un lâche et il finit par être arrêté par la police. Les policiers capturent également Cyrus et sauvent Freddy. Plus tard, Nick rend visite à Emily pour une conversation sincère. Il avoue ses crimes, sachant qu'elle sera un témoin clé. Ses souvenirs constitueront la base de l'affaire. Nick est prêt à passer le reste de ses jours en prison, mais en livrant Cyrus et Sébastien, il gagne le droit de transformer sa cellule en ses propres souvenirs. Choisissant l'amour, il se plonge dans la chambre des souvenirs pour vivre éternellement avec la défunte May. Pendant ce temps, le chaos se propage dans la société. Miami brûle, les pauvres se soulèvent pour renverser les manias. Mais plus rien de tout cela n'importe à Nick. Il a fait le choix d'être heureux, même si cela signifie devenir prisonnier de ses propres souvenirs. Se terminant ainsi Réminiscence, film de science-fiction et de mystère de 2021, et je vous attends dans la prochaine vidéo.